Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous présentons nos travaux et nous décryptons l'actualité européenne. Aujourd'hui, première session après notre pause estivale, et nous sommes ravis d'accueillir Karin Tallberg, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, pour aborder les élections parlementaires suédoises qui auront lieu ce week-end. Elle évoquera pour nous les forces en présence dans cette élection, les dynamiques politiques en Suède ces dernières années et ces dernières semaines, et évidemment les débats structurants de cette campagne électorale, avec notamment une focale sur la politique énergétique suédoise. Et elle essaiera également d'entrevoir pour nous ce que pourrait être l'hémicycle suédois après cette élection. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions à notre intervenante que je lui reverrai dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Je vous souhaite un très bon Euroquestion et Karine, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes et merci pour m'avoir invité à parler aujourd'hui de ces élections en Suède qui auront lieu ce dimanche, le 11 septembre. Et comme Mathieu a déjà dit, je vais commencer par brièvement vous rappeler comment fonctionne le système politique suédois. Et je vous présenterai les forces en présence, notamment par rapport à la montée du parti à l'extrême droite et les démocrates suédois, qui sont aujourd'hui le troisième parti le plus important en Suède. Et le dernier sondage montre d'ailleurs qu'il pourrait monter encore en importance après ce dimanche. Ensuite, j'aborderai la politique énergétique et climatique suédoise et j'évoquerai notamment le rôle de la question de nucléaire dans la campagne. En effet, l'évolution de la crise de prix d'énergie a rendu cette question prioritaire dans le débat. Et comme vous le savez peut-être, en janvier prochain, la Suède aura la présidence du Conseil européen. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les élections suédoises qui auront lieu ce dimanche pourraient bien avoir un impact sur la position de la Suède dans les négociations européennes à venir. Par exemple, concernant le Fit for 55, le paquet climat de la Commission européenne, et en particulier, comme vous allez voir plus tard, en cas de changement de gouvernement. Alors, tout d'abord, un petit retour sur le système politique suédois. La Suède est une démocratie représentative à régime parlementaire monocaméral. Et ça veut dire qu'il n'y a que une assemblée parlementaire. Ouais, une assemblée parlementaire, pardon. Et c'est un système de représentation proportionnelle. Le seuil des 4% est nécessaire pour qu'une partie fasse son entrée au Parlement. Et ce système reflète donc une image plus juste, on peut dire, de l'électorat qu'en France, par exemple, mais il peut aussi facilement créer des situations de blocage où il n'y a pas une majorité claire. Et pour la suite, il est important de se souvenir que c'est le Parlement qui élit le gouvernement en Suède. À la suite des élections il y a 4 ans, aucune majorité n'avait été obtenue. Il avait fallu une période d'environ 5 mois pour former un gouvernement. Donc, on avait déjà une situation sans une majorité claire où ça a été compliqué pour former un gouvernement. Et c'est une situation qui est très probable après dimanche. Mais pendant cette période de mandat, après 5 mois, en janvier 2019, après un accord avec le centre et les libéraux, les social-démocrates et les écologistes avaient pu former son gouvernement, donnant ainsi une certaine stabilité pendant une période. Mais globalement, on peut dire que cette dernière période de mandat qu'on a eue en Suède a été caractérisée par de nombreux blocages, avec de nombreuses motions de censure, des votes de défiance contre le gouvernement, qui ont fini par déclencher un changement de Premier ministre et aussi de gouvernement en 2021. Pour vous donner un peu plus une idée du Parlement suédois, il y a aujourd'hui 8 partis: la gauche, les sociaux-démocrates, les écologistes, le centre, les libéraux,
et les modérés, les chrétiens démocrates et les démocrates suédois. Et pour les élections à venir, c'est surtout les démocrates suédois qu'il faut surveiller. Et les démocrates suédois, c'est un parti d'extrême droite qui on peut largement comparer avec le Front ou l'Assemblée nationale, Rassemblement national aujourd'hui en France. Et ils sont entrés au Parlement en 2010. À l'époque, sont en stricte accordance sanitaire des autres partis. Et dans cette diapositive, vous voyez la répartition de mandats au Parlement entre 2018 et 2022. Et en orange, on a les partis de l'accord de janvier 2019. Mais les alliances ont depuis lors changé. Pendant cette période de mandat, les partis de droite ont commencé à négocier avec les démocrates suédois pour la première fois. Comme je vous avais dit avant, c'était vraiment une stricte accordance sanitaire de tous les autres partis. Et dans leur campagne électorale, les modérés et le chrétien-démocrate se disent prêts à former un gouvernement avec le soutien de démocrates suédois. Mais, par contre, ils ne sont pas prêts à les laisser entrer dans un gouvernement potentiel. On peut dire que l'importance que les démocrates suédois auront après les élections va déterminer en gros la direction de la politique d'un potentiel gouvernement de droit. En gros, on peut dire plus d'importance pour les démocrates suédois, plus les partis de droite vont devoir faire des concessions pour s'assurer de leur soutien. Et selon les sondages, il semble que nous pourrions s'approcher d'une situation un peu d'un impasse au Parlement suédois. Il y a beaucoup de sondages qui disent qu'on pourrait avoir une situation avec qu'un seul siège entre les deux blocs. Donc, pour parler un peu plus des démocrates suédois, comme les autres partis d'extrême droite, ils sont des tendances eurosceptiques, mais aujourd'hui, ils veulent plus, non, ils veulent plus sortir de l'Union européenne. Mais selon leur manifeste, pour eux, c'est très important de protéger l'héritage suédois en Europe et renforcer la souveraineté nationale. Historiquement, à la gauche en Suède, ont aussi été eurosceptiques, mais aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun parti qui souhaite sortir de l'Union. Il y a simplement des différences un peu au niveau de volonté d'intégration européenne, où les démocrates suédois, alors, sont notamment contre une Union européenne plus forte. Alors, abordons donc le sujet d'énergie pour les élections. Et dans cette slide, avec la transition énergétique suédoise historique depuis les années 1970, je voulais juste simplement vous donner un aperçu des politiques de la transition énergétique à ce jour, afin de comprendre pourquoi le nucléaire reste un sujet si important à ce jour. Et moi. Donc, comme vous pouvez voir, l'hydroélectricité et la biomasse ont toujours joué un rôle important dans les bouquets énergétiques suédois. On peut dire que la crise pétrolière des années 1970 a vraiment déclenché la transition énergétique suédoise. En réponse à la crise, dans le but d'accroître son indépendance énergétique, la Suède a investi massivement dans l'énergie nucléaire et en moins de 15 ans, la Suède a vu une évolution de l'énergie nucléaire de 0% de la consommation totale d'énergie à environ 20%, qui en soi est assez énorme. Et pour vous donner un peu plus de données,
pour comprendre la situation aujourd'hui, le gaz naturel et le charbon, mais ne représentent qu'une faible partie de la consommation d'énergie en Suède, avec respectivement 3% de charbon et 2% de gaz en 2020. Mais le marché européen intégré de l'électricité a toutefois fait ressentir aux Suédois la hausse de prix. Juste pour montrer le bouquet d'électricité de Suède aujourd'hui. La Suède a une production d'électricité qui est presque exempte de combustibles fossiles. Mais revenons donc à le sujet du nucléaire. Le nucléaire est un sujet qui a dominé le discours énergétique suédois pendant très longtemps. Et comme en France et en Allemagne aussi, la politique énergétique est largement traitée comme une simple politique d'électricité, où ça a été le cas pendant longtemps. En 1980, on a eu un référendum qui a été organisé à la suite d'un accident nucléaire aux États-Unis. Et ça a débouché sur une décision parlementaire visant à stopper l'expansion des centrales nucléaires et déclasser les centrales existantes d'ici 2010. Depuis lors, la date de la sortie nucléaire a été révoquée et le principe principal sur lequel les partis politiques se sont mis d'accord ont été c'est que les nucléaires doivent supporter ses propres coûts. Donc, c'est qui peut... pardon. Mais en 2019 et 2020, 2 centrales nucléaires dans le sud de la Suède ont été déclassées par leurs propriétaires en raison de leur manque de rentabilité au moment de la décision en 2015. Ce qui nous semble un peu bizarre aujourd'hui compte tenu des circonstances. Mais c'était le cas quand ils ont pris cette décision. Il y a 300, on a encore eu des affrontements politiques sur le nucléaire et ça conduit 2 parties à quitter l'accord d'interpartie de 2007 sur l'énergie. Et ça, c'est les modérés et les chrétiens démocrates qui sont partis car ils souhaitent réformuler l'objectif 2040 de production d'électricité 100% renouvelable en 100% sans fossiles, ainsi ouvrant à une expansion du nucléaire. Et cela reflète des vues largement différentes sur le rôle futur de l'énergie nucléaire des 2 blocs. Les partis de droite sont favorables à une expansion du nucléaire. Ils ont proposé la réintroduction d'un régime de subvention qui n'existe pas aujourd'hui, tandis que le parti de gauche et les écologistes sont favorables d'une sortie nucléaire, même si la gauche a commencé à s'ouvrir un peu, vu les négociations qui vont avoir lieu après les élections. Mais les sociodémocrates et les partis du centre ont une position aussi assez ouverte vis-à-vis du nucléaire, même si ils mettent l'accent plutôt sur la production d'énergie renouvelable, qui n'est pas le cas pour le bloc de droite. En fait, vu que l'accord interpartie de l'énergie a été brisé pendant ce mandat, le Premier ministre a ouvert la voie à une large discussion sur l'énergie entre parties afin de pouvoir parvenir à un accord qui puisse survivre à des majorités politiques changeantes, qui est important dans la politique énergétique
en Suède en tout cas. Et donc, la voie suivie sur cette question dépendra largement de la prochaine majorité parlementaire. Dans le même temps, les politiciens essayent de se battre les uns les autres avec des propositions sur la façon de réduire les coûts de l'électricité et du carburant pour l'électorat pour gagner des votes. Et c'est des propositions qui pourraient retarder les objectifs fixés de la transition. En effet, la crise climatique a été réglée vraiment au second plan dans les discussions électorales, alors que le dernier rapport de GIEC soulignait vraiment l'urgence d'accroître les ambitions en matière de climat et la canicule de cet été en Europe nous a fait ressentir. Et donc, dans un système parlementaire où les majorités ne sont pas en fait acquis, et également en accord avec la culture suédoise du consensus, on a une large majorité des partis politiques qui sont convenus des accords cadres sur l'énergie et le climat, même si on a vu pour le cadre d'énergie que ça n'a plus une majorité absolue. Mais ce type de collaboration entre les partis des deux blocs sont un aspect essentiel de la gouvernance actuelle de la transition climatique et énergétique en Suède. C'est qui pourrait devenir plus dur si on va avoir un gouvernement de droite soutenu par des démocrates suédois qui ne sont pas forcément ceux qui ont la politique climatique le plus ambitieuse et peut-être pas non plus le plus ouverte à coopérer avec le bloc plus à la gauche. Mais en tout cas, l'adoption de ce cadre stratégique en matière d'énergie et climat revêt une importance symbolique pour faire avancer la transition. Elle témoigne d'une volonté politique d'accorder la priorité à l'atténuation des effets de changement climatique et a été décrite comme un succès en termes de large soutien aux mesures de politique climatique en Suède. Et ça aurait été dommage de perdre ça. Mais cependant, en même temps, depuis son introduction, on peut voir donc l'introduction de l'accord cadre de la politique climatique. Le climat a plutôt été considéré comme un élément voisin des priorités économiques et sociales et pas vraiment comme une priorité qui ont été mises au-dessus. En plus, aucune sanction est intégrée au cadre si les gouvernements prochains n'adhèrent pas aux dispositions. Et si les règles des procédures sont légalement réglementées, les objectifs réels ne sont pas juridiquement contraints. Donc, ça pourrait dire que même si la Suède aujourd'hui a un objectif à éteindre la neutralité carbone avant l'Union européenne en 2045, ceci n'est pas juridiquement contraignant. Donc, on verra pour cette question aussi avec le prochain gouvernement. Donc, même si la Suède a atteint son objectif de réduction des émissions de 40% pour 2020, avec un dernier coup de pouce de la pandémie de Covid-19, la course est loin d'être gagnée.
Et toutefois, dans un rapport de 2022, le Conseil suédois de la politique climatique a établi que la transition doit s'accélérer pour atteindre ses objectifs climatiques. C'est ce qu'un futur du Parlement pourrait rendre, c'est ce qu'un futur blocage, je voulais dire, dans le Parlement pourrait rendre difficile. Et encore plus, comme j'ai souligné, s'il s'accompagnait d'un changement de gouvernement. Par exemple, les modérés ont voulu baisser les ambitions de la politique climatique au niveau suédois tant qu'au niveau européen. Et les démocrates chrétiens et les démocrates suédois ont même lutté contre l'adoption d'une politique ambitieuse en matière de climat. Et vu mon rôle en tant que chercheuse sur la politique énergétique et que l'énergie est un sujet beaucoup discuté dans les débats maintenant avant les élections. Il me paraissait important d'y accorder une partie de ma présentation, en tout cas, ou une majorité de ma présentation même. Merci pour votre écoute et j'attends vos questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée. Peut-être une première question pour revenir sur la question du nucléaire. Donc vous avez dit que les partis, le bloc plutôt de droit était plutôt favorable à continuer de s'appuyer sur l'énergie nucléaire. Quid de la gauche? Est-ce qu'il y a des partis de gauche qui soutiennent encore une sortie complète du nucléaire, y compris après les événements en Ukraine, la guerre en Ukraine en ce moment? Comme j'ai dit un tout petit peu pendant ma présentation, que les partis de droite, comme vous avez dit, ils sont favorables pour l'expansion du nucléaire, des parcs nucléaires. En même temps, les sociaux-démocrates et le centre sont plutôt ouverts à la question. Et plutôt, ils disent pas qu'ils veulent absolument une expansion, mais ils disent genre, oui, on peut regarder les règlements, etc., pour peut-être pouvoir construire de nouvelles centrales aux anciens sites ou prolonger la vie de certaines centrales. Mais je crois que peut-être il y a 10 ans, on était plutôt dans une politique vers une sortie du nucléaire. Et vu les débats actuels, une sortie prochaine de la Suède du nucléaire, c'est un peu probable, je pense. Donc, oui, je voulais aussi dire que même le parti de gauche, qui sont dans leur manifeste pour une sortie avec les Verts, ont commencé à dire oui, peut-être, on pourrait en discuter, et c'est vraiment parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont volonté de se mettre d'accord sur le sujet pour être considérés dans les futures négociations après les élections. Par contre, je pense que ça pourrait être probable avec un nouvel accord de cadre pour la politique énergétique. J'espère. Mais là, je pense qu'on pourrait envisager, vu le débat actuel, un choix politique d'un rôle continu du nucléaire dans les bouquets électriques de la Suède, avec plus ou moins d'importance de nucléaire renouvelable selon les résultats des élections. Mais si je peux, j'aimerais juste ajouter une dernière chose, et c'est que
la politique énergétique devrait aller au-delà de la question de l'électricité en vrai. C'est pareil pour la France, pour vraiment pouvoir accélérer la transition en Suède ou ailleurs, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Les discussions, par exemple, maintenant, avant les élections, ils sont juste pas suffisants. Ça montre pas une ambition ni ouais. Ça a vraiment pas eu beaucoup d'espace dans les débats du climat ou une transition plus large, on peut dire. Mais c'est surtout donc la question du pouvoir d'achat qui a un pouvoir d'achat et du prix de l'énergie qui a monopolisé les débats. Oui. Je vais peut-être poser une autre question, même si leur tourne. Un auditeur nous demande si les démocrates suédois obtiennent plus de voix que les modérés, est-ce que les modérés seront peut-être obligés de leur proposer une place au gouvernement, ou est-ce que considérer que à ce stade c'est complètement impossible? C'est ce que j'ai entendu, c'est que les modérés comptent être le parti plus important de bloc droite. Et il y a... je me demande, parce que j'ai entendu quand il y a quelques semaines, il y avait un sondage pour la première fois qui montrait que les démocrates suédois avaient plus des sièges que les modérés. Un proche de porte-parole des modérés, Ulf Kristersson, disait même, quand il a eu la question, il disait même, oh, mais on n'a pas quelqu'un qui peut remplacer Ulf Kristersson à ce stade. Donc, ça veut dire, si les modérés ne sont pas le parti le plus important dans les blocs droite, ça va déclencher une crise dans les partis modérés pour lesquels ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas... Parce que Ulf Kristersson, c'est lui qui a vraiment mené cette... l'initiative de commencer à négocier, de coopérer avec les démocrates suédois. Donc, si ils ne seront pas le plus grand parti, ouais, ça va un gros échec. Gros échec pour laquelle ils ne sont pas prêts. C'est ce que j'ai entendu. Et peut-être une toute dernière question. On sait qu'en France, des partis comme le Rassemblement national, voire la France insoumise, ont eu un passé assez proche de la Russie de Poutine. Est-ce que les démocrates suédois sont un parti historiquement plutôt proche de la Russie? Est-ce que ça fait partie des critiques qui sont formulées contre eux? Il faut savoir que ça, c'est pas mon expertise. Mais c'est vrai que la relation avec le parti de Poutine a été quelque chose qui en était critiqué. C'est vrai. Mais je ne pourrais pas dire beaucoup plus sur le sujet. Eh ben, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Euroquestion. Nous vous rappelons que l'enregistrement sera donc disponible dès cet après-midi, que Karin Thalberg publiera une publication sur la politique énergétique suédoise et notamment sur son rôle avant cette élection. Elle va apparaître dans les jours qui viennent et nous vous l'enverrons avec l'enregistrement de cette Euroquestion. La prochaine édition d'Euroquestion se tiendra le 21 septembre prochain et nous aborderons le thème de la cybersécurité qui évidemment a une place très importante dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et qui a un impact évidemment sur l'Europe. Et nous accueillerons à cette occasion Arnaud Barrichello, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors sur les questions de cybersécurité. Nous vous remercions d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Karine et à très bientôt.